Le temps aux gens de rentrer tranquillement. On va se donner quelques secondes encore. Bienvenue. Je pense qu'on est pas mal complet et que tout le monde a réussi à accéder à la salle de conférence. Il est 9h01, alors je vais me permettre de débuter sans plus tarder en vous souhaitant d'abord bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire de notre série de 4 webinaires vous présentant les données du bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Le webinaire d'aujourd'hui va vous présenter le portrait du système de consignation publique et de la collecte sélective. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir. Je me nomme Isabelle Moïse et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je vais être accompagnée d'Annie Lalonde, de Francis Vermette et de Frédéric Saint-Onge qui vont agir à titre de modérateurs de contenu. Ils vont répondre à certaines questions directement dans le Q&R, en plus de partager éventuellement certains liens dans le clavardage. Avant de vous présenter nos deux conférencières d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques consignes. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est une présentation technique des principaux résultats du bilan 2021. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre les données qui vont être présentées, qui sont présentées en fait dans le bilan. On va débuter la présentation des résultats par la consigne. Donc, ce sera Sabrina Charon qui fera la présentation. Puis, il y aura une courte période de questions qui va suivre la présentation de Sabrina. Suivra ensuite la présentation sur la collecte sélective qui sera donnée par Sophie Lafrance, que je présenterai à ce moment-là. Et une période de questions qui suivra évidemment la présentation de la collecte sélective. Alors, vos micros, vos caméras ont été automatiquement fermés. On vous invite donc à poser vos questions dans l'onglet Q&R situé en haut de votre écran. Si vous n'avez pas accès à l'onglet Q&R, ce qui est possible si vous avez une version Teams gratuite, vous pouvez poser vos questions dans le clavardage, puis notre équipe de modération va les transférer là, dans l'onglet approprié. Puis on va répondre là, directement aussi parfois par écrit dans l'onglet Q&R. Donc, gardez un œil sur cette section-là pour peut-être avoir accès à certaines réponses plus rapidement. La séance d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure. Elle est enregistrée. Il y a un lien qui va vous être envoyé par la suite par courriel. Puis vous pourrez accéder à l'enregistrement, bien entendu. Puis il y aura la présentation PowerPoint qui sera rendue disponible. À la fin du webinaire, on va vous inviter également à répondre à un sondage d'appréciation dont le lien sera déposé dans le clavardage. Le lien sera aussi envoyé par courriel, bien entendu. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre première conférencière qui est Sabrina Charon. Sabrina est chef d'équipe dans les programmes opérationnels chez Recyc Québec. Elle est détentrice d'un baccalauréat en géographie de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sabrina œuvre au sein de Recyc Québec depuis 2006, où elle a contribué au développement de nombreux projets. Au cours des 8 dernières années, elle a mis son expertise au profit de la gestion des programmes opérationnels de Recyc Québec de consignation et de gestion des pneus hors d'usage. Alors, Sabrina, je te cède la parole. Merci Isabelle. Donc, bienvenue à la première partie de cette présentation de ce matin qui vise la présentation, comme Isabelle l'a mentionné, des résultats concernant les systèmes de consignation. Donc, le plan du contenu de ma présentation, on va revoir rapidement la méthodologie qui est utilisée pour produire le bilan consigne, évidemment les principaux résultats de l'année 2021 et je vais vous entretenir brièvement sur la modernisation de la consigne. Donc, concernant la méthodologie, comme Recyc Québec gère lui-même le système de consigne au Québec, bien, il reçoit mensuellement des déclarations de l'ensemble des adhérents au système de consigne. On reçoit aussi des déclarations mensuelles qui sont annexées d'une conciliation globale, tout ça avec une mission de procédure convenue. Pourquoi on demande ce type de document-là et ce type de niveau de vérification-là? Bien évidemment, comme ce sont des montants de consignes qui sont associés à tous ces contenants-là, ça représente des sommes d'argent évidemment importantes. Donc, on doit s'assurer
que les informations qu'on reçoit sont le plus exactes possible. Et aussi, on se base sur des différents avis de cotisation qui sont émis par Recycle Québec suite à nos interventions de vérification qui sont faites chaque année. Ça, c'était pour les ventes. Pardon. Concernant la récupération, on reçoit évidemment la même documentation, c'est-à-dire les déclarations mensuelles, déclarations annuelles. Toutefois, tout ça, la récupération est toujours basée sur les récépissés qui sont émis par les conditionneurs accrédités du système de consigne de Recycle Québec, que nous, on va concilier mensuellement avec les informations qui nous sont transmises des adhérents. Recycle Québec fait aussi des inspections périodiques, la vérification annuelle auprès de ses conditionneurs accrédités, toujours dans le même idée, c'est-à-dire d'avoir la donnée la plus juste et la plus exacte possible. Donc, on vérifie autant là, les informations qui nous sont transmises que les différents processus, entre autres de caractérisation, qui sont en place. Comme vous le voyez, tous nos données dans le merveilleux monde, je vais dire, de la consigne nous sont données en nombre de contenants. Donc, on est capable, avec des facteurs de conversion, de transférer ces données-là en poids à l'aide de poids unitaires moyens qui sont calculés chaque année pour chacun des types de contenants. Maintenant, les principaux constats ou un petit retour aussi sur c'est quoi le système de consigne. Donc, il faut savoir que le système de consigne est en place depuis 1984 au Québec. C'est un système de consigne qui est public, qui vise la consignation de tous les contenants de bière et de boissons gazeuses qui sont mis en marché. On vise ici les contenants à remplissage unique seulement. Les contenants à remplissage multiple, qu'on appelle CRM, sont gérés via des ententes privées, le mot le dit privé, donc qui appartiennent à l'industrie. Finalement, la consigne, c'est un mode de récupération qui utilise la perception d'une somme d'argent à l'achat d'un produit. Ce montant-là est évidemment remboursable en totalité et évidemment, l'objectif de tout ça, c'est d'assurer une récupération à la fin de l'utilisation du produit et ou du contenant. Maintenant, les résultats pour 2021. Donc, concernant la mise en marché des contenants CRU de bière et de boissons gazeuses, pour 2021, c'est 2,6 milliards de contenants qui ont été mis en marché. C'est une augmentation de 14,6 % par rapport à 2018. Quand on regarde la proportion de mise en marché par matière, on voit que l'aluminium gagne toujours du terrain au profit du verre et aussi un petit peu au profit du plastique. Ce n'est pas nécessairement un enjeu, puisqu'on le sait, l'aluminium est quand même facilement récupéré et aussi très bien recyclé. Par la récupération, les données pour 2021, toujours, c'est 1,7 milliard de contenants crus, toujours de bière et de boissons gazeuses qui ont été récupérés en 2021. C'est une augmentation de 12 % par rapport à 2018. Si on le prend pour chacune des industries, pour la bière, c'est plus d'1 milliard de contenants de bière, évidemment, qui a été récupéré. C'est une augmentation de 23 % par rapport à 2018. Pour la boisson gazeuse, c'est 711 millions de contenants qui ont été récupérés, une petite diminution d'1,7 % par rapport toujours à 2018. Au niveau des taux de récupération, ici, ils sont présentés en poids. Comme je le disais, nous, on travaille beaucoup en nombre de contenants dans les systèmes de consigne. Donc, le taux de récupération en nombre de contenants pour l'année 2021 est établi à 66,6 %. C'est une diminution de 2,7 % par rapport à 2018. On voit aussi qu'en poids, il y a une légère diminution aussi, où le taux s'est établi à 60,1 %. Dans les systèmes de consigne, tout ce qui est récupéré est pratiquement recyclé en totalité en raison notamment de la qualité du tri à la source qui est fait. C'est-à-dire que comme les matières sont récupérées par matière, aluminium, plastique, ils arrivent finalement au centre de conditionnement pratiquement exempt de contaminants. Autre fait intéressant, selon une étude que Recycle Québec a réalisée en 2001 sur la perception des Québécois à l'égard de la modernisation et de l'élargissement de la consigne, 4 ménages sur 5 nous confirmaient rapporter environ 75 % des contenants qu'ils consomment au foyer. Ceci étant dit, toutefois, force est de constater que les taux de récupération stagnent quand même depuis plusieurs années, nombreuses années. Vous pouvez le voir comme vous voulez. On est autour environ de 69 % depuis les 10 dernières années. Les taux les plus bas, évidemment, ont été en 2020 en raison des mesures sanitaires qui étaient en place au Québec. C'était un taux de 64 %. Les plus hauts dans les 10 dernières années, on était à 72 % environ en 2013. Au niveau de la destination des matières, comme je le mentionnais, Recycle Québec a des conditionneurs accrédités pour le système de consigne pour chacune des matières.
Donc, pour l'aluminium, on a Tomra. Pour le plastique, il y a Gaudreau et Plastrec. Pour le verre, 2M Ressources, Verglas et le groupe Bellemare. Comme on voit dans le graphique qui est présenté, il y a seulement 12,5 % des matières qui sont recyclées au Québec parce qu'on le sait, l'aluminium est majoritairement traité aux États-Unis. Maintenant, comme je l'ai mentionné, parce que je pense que c'est important, puis comme je l'ai mentionné également, les taux de récupération stagnent depuis de nombreuses années. Donc, Recyc Québec jugeait important de moderniser ce système-là qui est en place, comme je le mentionnais, là, d'entrée de jeu depuis 1984. Donc, on vous présente ici un peu l'avancement de la modernisation de la consigne où on en est rendu en 3 phases. Donc, la phase 1 qui est terminée, qui s'est concentrée majoritairement l'année dernière. Donc, premièrement, bien évidemment, l'édiction du règlement le 8 juin 2022. Le règlement, évidemment, vise l'élargissement à l'ensemble des contenants de boissons, donc eau, jus, vin, d'au plus de 100 000, non, excusez-moi, d'au moins 100 millilitres et d'au plus 2 litres. Le règlement détaille aussi toutes les obligations et responsabilités que devra assumer l'organisme de gestion désigné qui représentera les entreprises qui mettent en marché des contenants, ce que nous, on appelle des producteurs qui sont soumis à la réglementation. Donc, l'an dernier, bien, il y a eu la première réalisation des phases de projet pilote et aussi d'études qui nous ont permis beaucoup d'apprentissage par rapport aux méthodes de récupération, aux méthodes de collecte, tout ça pour évidemment étoffer le plus possible les connaissances par rapport au meilleur système de consigne qui pourrait être implanté au Québec. Et fait important, le 24 octobre 2022, Recyc Québec a désigné l'AQRCB, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, comme organisme de gestion désigné du prochain nouveau système de consigne. Pour l'année 2023, c'est-à-dire ce qui est en cours actuellement, il y a une réalisation d'une phase 2 des projets pilotes. On les trouve actuellement à Victoriaville et à Québec. Et il y a aussi une série d'études complémentaires qui est en cours, tout ça dans le même objectif, c'est-à-dire d'arriver au 1er novembre le plus près possible pour ce nouveau système-là. L'organisme de gestion désigné, la QRCB, je suis désolée, on parle beaucoup en acronyme dans notre domaine, doit aussi conclure des ententes avec tous les détaillants partenaires du système de consigne, fournisseurs de services, donc conditionneurs, recycleurs. Tout ça doit être fait avant l'entrée en vigueur du nouveau système. Et les producteurs doivent adhérer à l'organisme de gestion désigné avant le 28 février 2023. Ce qui est à venir, ben, je l'ai mentionné, au 1er novembre 2023, l'entrée en vigueur de ce nouveau système-là. Ce nouveau système vise aussi l'uniformisation des montants de consigne. Donc, on vise une consigne à 10 sous pour l'ensemble des contenants, à l'exception des contenants de verre de 500 millilitres et plus, qui, eux, seront à 25 sous. D'ici toujours le 1er novembre 2023, il doit y avoir 1500 points de retour qui sont en place, fonctionnels et accessibles à la population. On fait aussi, on précise qu'il y a des contenants multicouches aussi qui vont s'ajouter en 2025 au système de consigne. Fait intéressant par rapport au règlement, c'est qu'il prévoit une atteinte évolutive de taux de récupération, de taux de recyclage, de taux de valorisation, incluant des objectifs de valorisation locale et évidemment les mécanismes prévus en cas de non-atteinte de ces taux. Donc, ça faisait, pardon, j'ai oublié ce petit détail. Ici, vous trouvez le lien vers la fiche là, par rapport aux données 2021 que j'ai présentées plus tôt. Évidemment, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Sabrina. Et évidemment, on essaie de concentrer nos informations, assez rapidement là, dans peu de temps. Mais oui, on a du temps pour une période de questions. D'emblée, Sabrina, si j'avais une question pour toi qui serait, est-ce que l'aluminium revient au Québec après avoir été traité aux États-Unis? Et est-ce qu'il y a des projets en cours afin de traiter l'aluminium au Québec? Très bonne question. Elle revient d'une certaine forme, je vais le dire comme ça. Elle est traitée aux États-Unis, mais la majorité des canettes redeviennent des canettes. Donc, elles vont redevenir des canettes, que ce soit aux États-Unis ou ici au Québec. Donc, on peut dire qu'une certaine façon, oui, elles vont revenir en canettes au Québec. Puis la deuxième question, oui, Recyc Québec travaille entre autres avec
je veux pas me tromper, l'Association de l'aluminium au Québec, je sais que j'ai pas le bon terme. Donc oui, il y a des travaux en ce sens, il y a des discussions depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a une possibilité de fabriquer un aluminium directement ici au Québec? Donc oui, c'est des discussions qui sont en cours depuis longtemps ici. Merci. Et il a aussi été évoqué là, dans les questions qui a été question de report de la date du 1er novembre 2023 pour l'entrée en vigueur de la modernisation. Est-ce que ce sera le cas ou on a d'autres informations? Bien, je pense que tant Recyc Québec, je vais parler au nom du ministre Benoît Charette, qui lui non plus n'est pas en faveur d'un report. Donc, non, je dirais qu'on n'est pas en faveur d'un report, mais bien de travailler sur les éléments qui sont critiques pour nous amener à cette date-là du 1er novembre. Est-ce qu'il y aura une certaine forme de tolérance réglementaire, par exemple, qui pourrait être faite sur certains aspects du règlement? C'est plus dans cette perspective-là, nous, qu'on l'amène, mais non, il n'y a pas de question de report à l'heure actuelle. Effectivement, on travaille le plan de match et on le maintient puis on le tient. Le centre de tri qu'on pourrait décrire de normal, où vont les contenants recyclables de notre bac bleu, sont-ils soumis à sont-ils une OGD? Sinon, est-ce que ça pourrait le devenir? Non, le centre de tri n'est pas considéré comme un organisme de gestion désigné. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le règlement de modernisation de la consigne, il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs organismes de gestion désignés, comme on peut le voir dans d'autres REP qui sont en vigueur actuellement au Québec. Toutefois, les centres de tri sont des artisans, si on peut le dire comme ça, du système de consigne, c'est-à-dire que selon les modes de fonctionnement des centres de tri, la plupart vont quand même pas rapporter eux-mêmes, mais les contenants vont revenir finalement dans le système de consigne des contenants consignés. Si on parle des lieux de dépôt, le nouveau règlement indique que les endroits comme les dépanneurs de quartier sont exclus du système. Est-ce que dans les 1500 points de dépôt, est-ce qu'on considère que les 1500 points de dépôt seront suffisants et est-ce qu'on ne risque pas d'observer une baisse éventuellement de récupération avec la baisse de points de dépôt? Si on se fait actuellement aux mécanismes qui sont en place, c'est-à-dire le retour chez les détaillants qu'on connaît actuellement, ils sont presque 1500 à faire ça actuellement. Donc, il y a quand même un bon réseau qui est en place en ce moment. C'est sûr qu'on vise quand même beaucoup plus de contenants consignés au 1er novembre. On ne doit pas penser non plus que le 2 novembre, tout le monde va se présenter avec ses bouteilles d'eau et tout ça. Il va y avoir quand même un délai avant que les gens, je pense que ça s'applique dans leur pratique courante. Donc, il y a le réseau de détaillants actuellement. Il y aura aussi quand même d'autres points de dépôt qui vont, lieu de retour, pardon, on va s'habituer nous aussi avec les nouveaux termes qui vont venir, mais oui, il y a des dépôts aussi qui sont prévus. Il y a d'autres types de modes de retour aussi qui sont étudiés en ce moment et qui devront être mis en place d'ici le 1er novembre. Parfait. Une autre question, la consigne des canettes restera-t-elle à 5 sous comme en 1984? Est-ce que l'incitatif économique ne diminue pas avec le temps? L'ensemble des contenants consignés sera à 10 sous. C'est vraiment l'objectif, c'est de faciliter la vie. Ben, je dirais pas du citoyen, mais du moins du détaillant ou des points de retour, parce que là, on navigue actuellement avec trois montants de consignes différents, 5 sous, 10 sous, 20 sous, selon le type de contenant. Donc, uniformisation à 10 sous pour l'ensemble des contenants, comme je le mentionnais, à l'exception du verre de 500 millilitres et plus, qui lui sera à 25 sous. Et ben, merci. Puis, si on revient encore sur la question de la modernisation de la consigne, quel sera le rôle des restaurants là, dans la modernisation de la consigne, collecte, échéancier, les attentes? On s'adresse à ce secteur-là en particulier, là. Oui, tout ce qui est l'ensemble de nous, ce qu'on appelle la consommation sur place, les contenants CSP, sont inclus évidemment dans le projet, le projet, oui, le règlement même, je devrais dire, parce que c'est plus un projet, c'est un règlement. Donc, c'est inclus dans le règlement. Il y a déjà évidemment une structure en place au niveau particulièrement des restaurants où il y a des collectes qui sont faites directement en magasin, tout ça. Mais oui, ce mécanisme-là devra être mis en place aussi d'ici le 1er novembre parce que oui, ils sont des acteurs importants là, du système. Autre question,
concernant les 1500, toujours les 1500 points de dépôt là, dont on a parlé, est-ce que les emplacements sont ciblés à l'heure actuelle? Puis, combien de temps on prévoit là, pour installer tous ces points de dépôt-là? Sur le temps, comme je le mentionnais, il y a déjà ce qu'on pourrait qualifier de lieux de retour, c'est-à-dire les détaillants tels qu'on le connaît dans le système actuellement. Mais oui, le règlement détaille en fait les lieux de retour, là où doivent être installés les lieux de retour, donc en termes de nombre de population, pardon, versus le kilométrage par rapport le lieu où a été acheté les contenants. Donc, selon les milieux, par exemple, densément peuplés, évidemment, il va être prévu d'avoir plus de points de retour accessibles, mais tout ça est très, très détaillé par tranche d'habitants et par tranche de kilométrage dans le règlement. Puis, si on parle de la collecte là, comme telle, comment on va réussir à collecter tous les contenants, bacs, conteneurs? Est-ce que ça va être la responsabilité des conditionneurs ou de la QRP de désigner des collecteurs? Bien, on pourrait dire à haut niveau, la responsabilité revient au producteur, mais oui, cette responsabilité-là, finalement, est comme donnée à l'organisme de gestion désigné qui devra conclure des contrats de récupération, conditionnement de la matière. Euh, puis on revient aussi à la question des centres de tri. Il y a encore une question qui relève un peu de ça. Les centres de tri reçoivent quand même aussi là, des contenants consignés. Devons-nous expédier chaque chargement dans le but d'en faire les décomptes? Il y a une façon de procéder, je vais le dire comme ça, actuellement dans le système de consigne qui est en place. Par contre, dans le système de consigne modernisé, il y a un arrimage qui est prévu et même qui est prévu, qui est mentionné au règlement avec la collecte sélective. Donc, il devra y avoir des démarches qui sont faites justement sur comment on établit ce processus-là entre les deux systèmes. Évidemment, tout Euh, ça est à définir d'ici l'entrée en vigueur là, des systèmes. bien entendu. Puis, l'argent des produits consignés reçus, triés et mis en ballot par le centre de tri, le fameux centre de tri normal, reviendra-t-il au centre de tri? Encore là, je pense qu'il faut séparer le fonctionnement actuel du fonctionnement du futur système. Ça va être des choses qui devront être négociées, arrêtées, décidées dans l'arrimage entre les deux systèmes. Donc, les deux organismes de gestion désignés ont l'obligation, finalement, je m'excuse de le dire comme ça, mais de s'asseoir ensemble et d'établir ces modalités-là. Et est-ce que le taux de récupération par matière qui a été présenté là, précédemment incluait également la quantité récupérée via la collecte sélective? Oui, pour les contenants qui sont retournés, comme je pourrais le dire, via les conditionneurs accrédités du système, oui. Si les contenants qui passent par les centres de tri sont envoyés avec le reste de l'aluminium, évidemment, ils ne sont pas dans les chiffres. Ça demeure une petite quantité, donc la plupart, oui, est comptabilisée dans nos données. Concernant en lien avec la modernisation, est-ce que le système de consigne pour les CRM change également à partir du 1er novembre 2023? Ils changent d'un point de vue réglementaire parce qu'ils sont inclus au règlement. Donc, eux aussi sont visés par comme je le disais, là, des objectifs de taux de récupération, taux de recyclage, taux de valorisation. Donc, ça aussi, il y a une mécanique, pardon, à mettre en place concernant la gestion des contenants CRM. Euh, Et là, il y a une question en lien avec le consommateur. Là, en fait, la différence entre la consigne payée par le consommateur au moment de l'achat et le montant remboursé au moment de la récupération revient à qui, compte tenu que ce pas tous les consommateurs qui retournent leur contenant? Ah oui, OK, je comprends la question. Donc, comme je le mentionnais, on a des taux de récupération de 69-70 là, donc le 30 de consignes qu'on appelle perçues non remboursées, ça rend fait à financer les activités du système. Dans la consigne actuelle, encore là, je ne peux pas dire comment ça va fonctionner dans un nouveau système. Ça sera l'organisme de gestion désigné de définir son fonctionnement. De la façon que ça fonctionne actuellement pour la bière, c'est qu'on prend ce montant-là finalement et il est redonné aux brasseurs à la fin de l'année en fonction de leur part de marché. On revient à la question du prix de la consigne, là, du prix de la consigne qui a été élevé à 10 sous. Est-ce que dans les circonstances avec l'inflation, on considère que c'est vraiment suffisant ou c'est
Si on parle suffisant en termes de montant de consigne, ben, il y a différentes études qui avaient été faites parce qu'on n'est pas à notre premier projet de modernisation de consigne là, dans l'histoire de Recyc Québec. Puis le montant de consigne avait pas tant d'influence finalement sur les taux de retour. Quand on parle de 5-10 sous, c'est comme si la différence n'était pas assez importante en termes de montant pour impacter tout ça. L'idée d'amener ça à 10 sous, c'est évidemment de faciliter comme j'ai la vie autant dans le fond du consommateur que des détaillants, que tout le monde ait une base fixe finalement de montant de retour. Est-ce suffisant? Ben, je ferai un peu la question sur le côté de l'inflation. Ben, c'est sûr que la consigne, l'avantage qu'on a comme consommateur, c'est que si on retourne les comptants, on est remboursé intégralement sur le montant. Donc, ça devient quand même quelque chose qui est sans frais pour le consommateur. Encore une petite question là, sur la collecte des CRM chez les restaurateurs qui sont de consommation sur place, là, les CSP. Qui va faire la collecte? Est-ce qu'on le sait, en fait? Non, à l'heure actuelle, je ne pense pas que c'est des choses qui ont été définies. Dans le mode de consigne actuel, ce sont les producteurs eux-mêmes. C'est des ententes, comme je le mentionnais au départ, c'est des ententes privées. Donc, ils ont la responsabilité vraiment de A à Z de leur contenant, de la mise en marché au réembouteillage finalement de leur propre contenant. Parfait. Donc, écoute, je vais poser une dernière question. Ce sera la dernière. Toutefois, celles qui n'ont pas été répondues, là, il y en a encore quelques-unes. Ne vous inquiétez surtout pas. On va faire un document là, de réponse là, avec les questions restantes. La dernière que je te poserai, c'est où en sommes-nous là, dans l'entente entre l'OGD consigne AQRCB et l'OGD collecte sélective EEQ pour les contenants qui passeront par la collecte sélective? C'est une excellente question. Au départ de tout ça, parce que, comme je le mentionnais, les deux OGD, je m'excuse, ma collègue Sophie Lafrance, je ne veux pas tomber dans ta Mais présentation, c'est bon mais parce qu'on arrive à ça. Donc, ça va faire un bon ça lien. fait un Donc, bon lien. le 24 octobre, on a désigné finalement Recyc Québec les deux organismes de gestion désignés. Donc, c'est sûr que les discussions, tout ça, ça commence le 24 octobre, ça fait pas si longtemps. Donc, c'est sûr que les discussions sont pas tant avancées. Et aussi, il faut savoir que l'entrée en vigueur des deux systèmes n'est pas la même date, n'arrive pas en même temps. Donc, il y aura des discussions qui seront à venir en cours d'année là, à ce sujet-là. Merci beaucoup, Sabrina, pour la présentation. Ça suscite des questions. C'est vraiment très intéressant, ces échanges-là. Ça nous permet de mieux comprendre les données. C'est une présentation technique, donc c'est d'où l'intérêt. Je te remercie. On va passer maintenant à Sophie Lafrance, pour la présentation des données de la collecte sur la collecte sélective. Je vais vous faire une présentation de notre deuxième conférencière d'aujourd'hui, Sophie Lafrance, qui est chef d'équipe collecte sélective et CRD chez Recyc Québec. Sophie est détentrice d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et elle travaille dans le domaine de la gestion des matières résiduelles depuis déjà 2002. D'abord dans le secteur municipal, puis de l'éducation. Elle travaille chez Recyc Québec depuis 2008, où elle est, comme je vous le disais, actuellement chef d'équipe pour les dossiers de collecte sélective et de CRD. Sophie participe activement à la réalisation de toute la section collecte sélective du bilan de la gestion des matières résiduelles depuis 2015. Donc, vous avez une conférencière aguerrie à qui je cède la parole. Merci Isabelle. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler, comme Isabelle l'a dit, de la collecte sélective des matières recyclables. Petite information en partant, quand on parle ici, la collecte sélective des matières recyclables, on parle des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux qui sont faits de papier, carton, verre, plastique, métal. Donc, ce qu'on met communément dans les bacs bleus ou verts, tout dépendant où vous habitez au Québec. On ne parle pas d'autres matières recyclables, par exemple des gros morceaux de métal qui peuvent être recyclés, mais qui devraient être envoyés, par exemple, aux écocentres ou à d'autres endroits. Donc, ce que je vais vous présenter, la méthodologie qui a mené aux résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, une petite mise en contexte, les centres de tri, qu'est-ce qui se passait en 2021 au moment pour l'année de référence, les principaux résultats du bilan et les modifications à venir, dont la modernisation de la collecte sélective. Au niveau de la méthodologie, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le bilan se fait
sur un peu plus qu'une année. Donc, on a commencé à l'automne 2021 à monter la liste des centres de tri, s'assurer d'avoir les bons répondants, préparer les questionnaires et tout ça. Au début 2022, au début février, on a envoyé les questionnaires à tous les répondants et on a dû faire des relances jusqu'au mois de mai 2022. Donc, c'est une déclaration volontaire dans le cadre du bilan. Donc, on veut s'assurer d'avoir le plus grand nombre de répondants possible pour avoir les données les plus représentatives possibles de la réalité. Et les mois qui ont suivi ont permis de compléter les réponses, valider, faire l'analyse des résultats, faire valider par des collègues et préparer le document final. Ce qui est important de savoir pour l'exercice qui touchait les centres de tri de la collecte sélective, c'est qu'il y a 26 des 27 centres de tri qui ont répondu, donc un taux de réponse de 96 %, ce qui est excellent. Je remercie en passant tous les centres de tri de leur collaboration, là, qui est toujours très bonne au fil des bilans. Puis pour le centre de tri pour lequel on n'a pas eu de réponse dans le cadre du bilan, nous, on avait des informations de part d'autres sources d'informations chez Recyc Québec, des données sources, d'autres études auxquelles ils ont participé ou d'autres informations qu'ils nous ont données pour cette année de référence-là. Donc, on a pu les utiliser pour avoir les informations. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les informations qui permettent d'avoir le portrait complet de ce qui se passait dans les centres de tri là, en 2021. Petit élément de contexte, donc il y y avait en 2021, puis c'est encore le cas aujourd'hui, 27 centres de tri de collecte sélective. C'est la même quantité de centres de tri que dans le bilan 2018. Il y a 23 centres de tri qui reçoivent des matières principalement municipales, mais qui peuvent aussi recevoir une certaine proportion de matières provenant de collectes privées d'industrie, commerce et d'institutions que je vais appeler ICI pour le reste de la présentation. Il y a 4 centres de tri qui reçoivent presque exclusivement ou presque exclusivement là, des matières de provenance ICI. Il y a plusieurs grosseurs de centres de tri au Québec. On va de 1000 tonnes à près de 100 000 tonnes de matières reçues par année. Sur les 27 centres de tri, il y en a 12 qui reçoivent moins de 30 000 tonnes de matière par année et eux traitent 20 de la matière triée. Et il y a 15 centres de tri qui traitent plus de 30 000 tonnes de matière par année et eux, ils trient 82 de la matière. Donc, je parlais qu'il y a le même nombre de centres de tri en 2021 qu'en 2018, mais il y a eu des changements d'opérateurs. Donc, ça amène des changements de façon de faire, puis ça peut amener des informations différentes là, qui vont sortir des statistiques du bilan. En 2021, malheureusement, on ne peut pas oublier ça, il y avait la COVID, mais ça a eu des impacts quand même importants là, pour les centres de tri, notamment sur les types et les quantités de matières reçues. La fermeture des bureaux puis davantage de télétravail ont fait en sorte qu'ils recevaient, par exemple, moins de papier de bureau. L'essor du commerce électronique a fait qu'ils ont reçu beaucoup plus de cartons, par exemple. Et il y a eu des impacts opérationnels aussi, la distanciation entre les gens qui étaient malades, tout ça, fait en sorte que des fois, il a fallu qu'ils diminuent, par exemple, la vitesse de traitement, qu'ils augmentent des quarts de travail pour être capable de trier l'ensemble de la matière. Donc, les centres de tri ont encore démontré en 2021, comme ça a été le cas plusieurs fois dans le passé, qui sont assez résilients puis qui ont une capacité d'adaptation au changement qui est quand même très importante. Autre élément, en 2021, bien, en fait, depuis toujours, là, au Québec, la collecte sélective a été sous responsabilité municipale. Donc, ce sont les municipalités qui octroient les contrats de collecte, de transport, de tri des matières, qui font le suivi de ces contrats-là. Et depuis 2005, il y a le régime de compensation qui permet de leur remettre une partie de leurs dépenses. Ces argents-là proviennent des entreprises qui mettent en marché les contenants, emballages, imprimés et journaux. Mais en janvier 2020, il y a eu une annonce de la modernisation de la collecte sélective avec un projet de loi, le projet de loi 65 au mois de septembre 2020. Ce projet de loi-là a été adopté en avril 2021. Donc, ça amenait comme une confirmation qu'il allait y avoir une modernisation de la collecte sélective au Québec.
mais les détails ne sont pas arrivés là, sont arrivés dans un règlement qui a été édicté en 2022. Donc, tout ce qui est rôle et responsabilité des centres de tri n'était pas encore clair à ce moment-là et ça l'a amené de l'incertitude, ce qui a pu avoir des impacts notamment sur des décisions d'affaires. Par exemple, est-ce qu'on modernise ou non le centre de tri? Qu'est-ce qui va se passer avec nous dans les prochaines années? Donc, il y avait un climat d'incertitude en 2021 à cet effet-là. 2021 aussi, au niveau du contexte, la valeur des matières recyclables, on en a parlé souvent. Dans le fond, la valeur bouge beaucoup selon l'offre et la demande et quelque chose de particulier en 2021, après avoir eu les 3 années, depuis les 10 dernières années, après avoir eu la valeur des matières les plus basses dans les 3 années précédentes, 2018, 2019 et 2020. En 2021, la valeur moyenne de la matière a été la plus haute des 10 dernières années. Donc, c'est sûr que pour les centres de tri, ça, c'était positif. Après 3 années plus difficiles, il y avait enfin des revenus à la revente qui étaient plus importantes. Savoir qu'en 2022, là, la courbe qui montait a commencé à fléchir puis à redescendre, en fait. Donc, on retrouve peut-être des prix un petit peu plus normaux aujourd'hui. Et ce qu'on voit dans la figure de droite, dans le fond, c'est que l'ensemble des matières sortant des centres de tri ont vécu là, cette hausse de prix-là. Outre le verre, là, qui a toujours, depuis des années, là, été avoir une valeur négative qui se retrouvait autour de moins 20 la tonne en 2021. Là, ça veut dire que les centres de tri qui veulent se départir là, du verre qu'ils ont trié doivent payer pour s'en départir. Donc, je vous présente maintenant les principaux résultats du bilan au niveau des centres de tri de la collecte sélective. On commence par les matières reçues par les centres de tri. En 2021, les centres de tri ont reçu un peu plus d'1 million de tonnes de matières recyclables. C'est une hausse de 7 depuis 2018. Ce qui est intéressant ou un fait particulier, c'est qu'on tournait toujours autour de 1 million de tonnes. Ça a monté un petit peu. On voit les hausses, là, soit de collecte municipale. Quand on parle de collecte municipale, c'est les contrats qui sont octroyés par les municipalités. Donc, ça inclut toujours les citoyens, mais ça peut inclure aussi des ICI, soit qui génèrent des quantités et des types de matières qui ressemblent à celles générées par les citoyens, donc qui peuvent être desservis par le même type de collecte. On pense par exemple à un bac aux 2 semaines, tout ça. Ou ça peut être aussi des ICI de plus grande envergure, mais qui sont quand même desservis par le contrat municipal. Et en jaune, c'est les collectes ICI. Donc, ce sont des ICI qui signent eux-mêmes des contrats de collecte et qui envoient leur matière, évidemment, là, dans les centres de tri. Quand on regarde les matières sortantes, on est toujours autour du 800 000 tonnes de matières sortantes. Pour 2021, on était à 803 000 tonnes de matières sortantes. C'est une augmentation de 2 depuis 2018. Ce qui est important, c'est que ce graphique-là, ce sont les matières sortantes à des fins de recyclage ou de valorisation. Ça exclut les matières qui sortent des centres de tri et qui sont envoyées en lieu d'élimination technique, là, soit pour être utilisées en recouvrement, chemin d'accès ou pour d'autres usages comme ça. Puis ça exclut aussi les matières sortantes des centres de tri. Souvent, c'est des matières non triées qui sont envoyées dans un autre centre de tri pour y être triées. Là, ça, c'est autour d'à peu près 20 000 tonnes de matières par année. On ne les comptabilise pas 2 fois, là, on les comptabilise juste à la sortie, comme du deuxième centre de tri, au moment où les matières ont été triées. Donc, ce qu'on remarque en 2021, comme d'habitude, les fibres sont les matières en proportion qui sortent en plus grosse quantité à 651 000 tonnes. Il y a quand même une hausse des quantités de plastique là, de bilan en bilan. Quand on voit une petite baisse là, ou une stabilité des fibres, mais une petite hausse des quantités de plastique à 61 000 tonnes.
On voit 51 000 tonnes de verre. Comme je vous disais, vu que ces graphiques-là excluent les matières qui sont envoyées à LET, c'est vraiment le verre qui sort des centres de tri qui est envoyé au recyclage. 38 000 tonnes de métal et on voit un 4 000 tonnes de matières autres. Pour 2021, ce sont des matières qui n'ont pas été triées, mais qui n'ont pas été envoyées dans des centres de tri, donc qui ont été envoyées soit chez des conditionneurs recycleurs au Québec ou qui ont été envoyées à l'exportation. Outre ces matières-là qui sortent des centres de tri, il y a des rejets qui sortent des centres de tri. On était à 144 000 tonnes en 2021. Et si on compare les données depuis 2015, c'est une hausse à chaque bilan qu'on a fait. On est passé de 9 de taux de rejet à 11 et à 13 en 2021. Donc, je vais parler plus particulièrement de la situation du verre parce que il y a une grosse quantité de verre, malheureusement, encore aujourd'hui, qui sort des centres de tri, qui est acheminé en LET, pas pour y être enfoui, mais pour être utilisé, comme je disais tantôt, en recouvrement ou autre usage. Quand on regarde les quantités de verre sortant des centres de tri, il y a une augmentation de 16 là, entre 2018 et 2021. Puis ça va un peu dans le même sens que Sabrina montrait là, pour le verre de la consigne. Probablement une plus grande consommation là, chez les citoyens de verre, notamment par la COVID, moins de restaurants, on mange plus à la maison, etc. Puis, on voit aussi que les proportions de verre acheminés au recyclage et acheminés en LET ont augmenté. Mais si on regarde la proportion de verre acheminé au recyclage versus la proportion acheminée en LET, il y a l'air d'avoir une stabilisation entre 2018 et 2021 où on a un peu plus du tiers du verre qui est acheminé aux fins de recyclage, puis un peu moins du 2/3 du verre qui va être acheminé en LET. Maintenant, quand on regarde l'image de droite, dans le fond, cette image-là montre un peu les choix opérationnels que font les centres de tri. Donc, il y a 46 des centres de tri qui envoient leur verre uniquement en recyclage. Il y a 38 des centres de tri qui envoient leur verre uniquement en LET. Et il y a 17 des centres de tri qui font les deux, donc qui envoient une partie de leur verre en recyclage puis une partie de leur verre en LET. Fait important, depuis le 1er janvier 2023, il y a une redevance partielle sur les matières utilisées en recouvrement en LET. Ça équivaut à environ 10 la tonne pour chaque 10 pour chaque tonne de matière qui est envoyée à LET en recouvrement. Donc, ça pourrait être un levier, un incitatif pour les centres de tri qui payent, comme je disais tantôt, en moyenne 20 la tonne pour envoyer leur matière, à peut-être essayer d'en envoyer plus au recyclage et moins en recouvrement, là, juste pour une question notamment monétaire. De plus, avec la consigne qui a été présentée, avec la modernisation de la consigne qui a été présentée par Sabrina tantôt, on verra probablement les quantités de verre passant par les centres de tri diminuer là, dans les années à venir et c'est ça que les prochains bilans vont pouvoir nous montrer comme information. Si on regarde la destination des matières sortantes, données intéressantes cette année, 61 des matières qui sortent des centres de tri sont envoyées chez des conditionneurs ou des recycleurs québécois. Ce sont des matières sortantes qu'on présente ici là, à des fins de recyclage ou de valorisation énergétique. Donc, le verre envoyé en LET n'est pas inclus dans ces proportions-là, par exemple. Par ordre d'importance, bon, il y a beaucoup de matières quand même envoyées au Québec. Il y a quand même le tiers des matières sortant des centres de tri qui est toujours envoyé à l'international et c'est principalement du papier mix là, qui fait bouger là, la balance là, dans le 33 Une certaine quantité de matières qui s'en vont en Amérique du Nord et une petite quantité, c'est des plastiques mélangés là, qui s'en vont en valorisation énergétique. Quand on regarde à droite, on voit les informations par type de matière. Outre les matières mélangées en bas, là, que la majorité va à l'international, mais pour l'ensemble des autres types de matières, la majorité des matières restent au Québec et en Amérique du Nord. Et comme je disais tantôt, là, c'est surtout les fibres là, qui sont envoyées plus à l'international.
Pour les matières mélangées, 70 étaient envoyés à l'international, mais on parle de 4 000 tonnes, là, donc c'est des quantités vraiment faibles là, par rapport aux quantités des autres matières là, qui sortent des centres de tri. Et fait intéressant, ben, le verre qui sort des centres de tri, qui est envoyé au recyclage, est envoyé seulement au recyclage. Puis le métal, c'est au recyclage, je m'excuse, au Québec. Et le métal est envoyé au Québec et en Amérique du Nord seulement. Le plastique, un peu à l'international, mais plus au niveau du papier-carton pour cette destination-là. Si on compare les quantités vendues au Québec là, depuis les derniers bilans, bien, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une hausse des matières vendues au Québec en 2021 versus les années passées. C'est pour ça que tantôt, je disais c'est quand même une bonne nouvelle dans le bilan. Ça va permettre, puis en espérant que ça augmente dans les années futures, ça va pouvoir permettre plus de traçabilité, savoir où les matières s'en vont exactement. Ça permet une certaine assurance que la matière est bien gérée, notamment en respect de nos exigences environnementales puis sociales au Québec. Ça permet de participer à l'économie d'ici, d'avoir des boucles de recyclage plus courtes là, qui sont très cohérentes avec l'économie circulaire. Là, donc, c'est une bonne nouvelle. En plus, grâce à la modernisation de la collecte sélective, il va y avoir, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais des objectifs qui vont permettre de faire augmenter ces quantités-là ou de tendre à faire augmenter ces quantités-là pour répondre aux objectifs de la réglementation. Donc, cette image-là, ça présente un résumé de ce que je viens de vous montrer en un clin d'œil. Les centres de tri ont reçu 1 058 000 tonnes de matière. Dès ces quantités-là, la ligne en jaune au-dessous, c'est 803 000 tonnes de matière qui ont été acheminées à des fins de recyclage ou de valorisation énergétique. La dernière ligne en bas, ça montre les destinations que je viens de vous présenter. Et ce qu'on voit dans la ligne du milieu à droite, dans le fond, ce sont les matières qui n'ont pas été recyclées ou qui sont entreposées. Donc, le 144 000 tonnes de matière rejetée au moment du tri. Il y a 92 000 tonnes de verre qui ont été envoyées en LET et il y a 19 000 tonnes de matière qui ont été entreposées, donc qui, en théorie, ont certainement dû être recyclées au courant de 2022, mais elles ne l'étaient pas à la fin de 2021. Globalement, si on calcule le 803 000 tonnes des matières sortantes des centres de tri sur le 1 058 000 tonnes des matières entrantes, ça mène à une performance des centres de tri de 76 %. Je vais parler un petit peu des matières recyclables éliminées. Ici, je ne parle pas des matières qui sortent des centres de tri, je parle des choix et des gestes citoyens des entreprises au lieu de génération qui amènent des matières éliminées. Ces données-là, c'est des données issues de la caractérisation à l'élimination que Recyc Québec a réalisée. Puis ça exclut les matières qui ont été envoyées en LET là, comme recouvrement autre usage. Donc, on remarque que le secteur municipal a éliminé près de 400 000 tonnes de matières recyclables. Ça veut dire, par exemple, le citoyen à la maison qui fait le choix de mettre son contenant emballage imprimé dans la poubelle au lieu de le mettre dans le bac. Dans le secteur ICI, il y a près de 600 000 tonnes de matières qui ont été éliminées et dans le secteur CRD, pas près, 44 000 tonnes des matières recyclables qui ont été éliminées. Quand on regarde à droite, on voit les informations par type de matière. Donc, on remarque que c'est principalement du papier et carton qui ont été éliminés en 2021. Encore beaucoup de plastique, un peu de métal et de verre. Si on ajoute à ça une partie des 144 000 tonnes de rejets des centres de tri de collecte sélective, je dis une partie parce que les rejets des centres de tri sont composés de matières recyclables qui, malheureusement, n'ont pas réussi à être triées par les procédés des centres de tri, mais aussi de matières qui n'étaient pas recyclables et qui n'auraient pas dû être mis dans le bac. Donc, une partie des 144 000 tonnes sont des matières recyclables.
Et on retrouve aussi 3000 tonnes de matières recyclables qui ont été récupérées, qui n'ont pas été triées et qui ont été éliminées. Pour vous donner une image, ça serait le camion de recyclage qui est passé à quelque part, qui s'est retrouvé directement à l'élimination. Ça fait beaucoup jaser quand ça arrive, mais quand on regarde proportionnellement, ça ne devrait pas arriver, on s'entend, mais quand on regarde proportionnellement, le 3000 tonnes versus 1 million de tonnes qui ont été éliminées par des façons de faire ou des choix ou par méconnaissance. Ce n'est pas toujours volontaire, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais il faut mettre les choses en perspective et en proportion. Donc, encore 1 million de tonnes de matières recyclables éliminées en 2021. Il y a du travail à faire à cet effet-là. Maintenant, je vais vous présenter un petit vidéo qui présente la performance combinée de la collecte sélective au Québec. Donc, la performance des citoyens, des ICI qui sont desservis par la collecte municipale et des centres de tri. Et vous allez pouvoir voir le résultat que ça donne. Bon, alors, vous avez vu, ça peut être passé vite. J'ai mis le lien pour que vous y ayez accès par la suite. Mais le résultat. Je m'excuse. Alors, les résultats, c'est que 47 des matières qui sont générées par le secteur municipal, donc à la maison et dans les ICI desservis par la collecte municipale, sont acheminées à des fins de recyclage. Ce qu'on comprend avec ce petit vidéo-là, c'est que tout le monde doit faire sa part. Il y a du travail à faire autant à la maison, dans les entreprises que dans les centres de tri pour pouvoir augmenter ces quantités-là. Maintenant, je vais vous présenter la modernisation très rapidement, la modernisation de la collecte sélective qui a été annoncée en 2020. Donc, il y a eu, suite à l'annonce au projet de loi 65, l'édiction d'un règlement en juin 2022 qui amène la modernisation de la collecte sélective au Québec selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs. Ce règlement-là donne la responsabilité aux producteurs de gérer l'ensemble du système de collecte sélective, qu'on parle de la mise en marché des contenants, emballages, imprimés, journaux, jusqu'à leur récupération, leur tri, leur recyclage et leur valorisation. Et cette façon de faire-là, c'est sous le principe de la responsabilité élargie du producteur. La première phase qui s'est terminée là, en 2022, il y a le règlement qui a été adopté et, comme Sabrina le disait tantôt, l'organisme Éco-Entreprises Québec a été désigné pour représenter les entreprises qui mettent en marché contenants, emballages, imprimés, journaux. Et il n'y a qu'un organisme qui représente l'ensemble des entreprises. La phase 2, en fait, qui a débuté après la nomination de Éco-Entreprises Québec et qui va se terminer en 2024, c'est une phase de transition où Éco-Entreprises Québec doit notamment conclure des ententes avec les organismes municipaux
Donc, les organismes municipaux vont continuer à offrir des services de collecte et de transport, puis des services de proximité, par exemple, de l'ISée, mais en respectant l'entente qu'elles auront signée avec Éco-entreprise Québec. Et EQ devra aussi signer des ententes avec les fournisseurs de services, avec les centres de tri, avec les conditionneurs, avec les recycleurs, puisqu'ils ont la matière va leur appartenir et c'est eux qui devront contrôler comment ça fonctionne dans le système. Il y a aussi le régime de compensation de la collecte sélective qui va être abrogé le 31 décembre 2024. Ça veut dire que la dernière déclaration des municipalités dans le cadre du régime de compensation se fera en juin 2025 pour les données, le tonnage et les coûts de 2024. Et la phase suivante, en fait, qui va avoir lieu pour la REP collecte sélective, ça commence le 1er janvier 2025, où là, ça va être l'entrée en force là, de la REP. Le système va devoir desservir plusieurs secteurs dès le jour 1, là, dès le 1er janvier 2025. Et entre 2025 et 2030, il va y avoir un déploiement progressif de nouveaux secteurs qui n'auront pas à être desservis au jour 1, mais qui vont devoir être desservis plus tard. Et bien, suite à ça, le système continue, puis il n'y a pas d'autres phases de prévues à ce moment-ci, mais on va être vraiment dans la REP collecte sélective à ce moment-là. Il y a d'autres changements que la modernisation de la collecte sélective va amener, notamment une liste uniformisée des matières à déposer dans le bac de récupération, contrairement à actuellement où ça dépend des municipalités, ça dépend des régions, ça dépend où vont les matières, dans quel centre de tri. On va se retrouver avec une liste au Québec, puis tout le monde va mettre les mêmes matières dans le bac de récupération. Le règlement amène une obligation d'éco-modulation des coûts, d'éco-conception, de recherche et développement pour trouver des débouchés locaux. Ça, on parle notamment pour l'éco-conception, l'éco-modulation des coûts, d'avoir davantage de matières plus facilement recyclables avec du contenu recyclé, trouver des débouchés, encourager les matières qui sont plus facilement recyclables, peut-être avoir des malus pour les matières qui sont vraiment plus difficilement recyclables pour que les matières mises en marché puissent trouver plus facilement des débouchés. Il y a des objectifs ambitieux qui sont identifiés dans le règlement pour les taux de récupération, de recyclage et de valorisation, des taux de valorisation locale. La traçabilité des matières va être obligatoire, donc on va pouvoir savoir quand les matières sortent des centres de tri, où elles vont, puis qu'est-ce qui se passe après avec. Donc, ça va permettre d'aller plus loin que ce que nous, on réussit à faire là, actuellement avec le bilan de gestion des matières résiduelles. Puis, il va y avoir une obligation de transparence de certaines données là, par la publication d'un bilan annuel. Donc, c'est ça sur la modernisation. Je vous envoie le lien vers la fiche collecte sélective et je vous remercie. Je vais être prête pour les questions. Merci beaucoup, Sophie. Écoute, tu l'as dit, on est ambitieux chez Recycle Québec, donc on essaye de placer en 60 minutes beaucoup d'informations. Mais je veux juste rassurer tout le monde, on va prendre une quinzaine de minutes de plus pour répondre aux questions parce qu'il y en a. Il est, oui, 9h59, mais on va prendre le 15 minutes. Puis pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, écoutez, c'est enregistré. Vous allez recevoir la présentation enregistrée. Donc, vous aurez l'occasion de voir les questions-réponses. Il y aura également un document, là, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, qui va être rendu disponible. Et on reste toujours à l'affût de nos courriels pour vos questions. Je vais d'emblée me lancer dans les questions. Donc, Sophie, tu as parlé de hausse des matières recyclables. Est-ce que ça inclut également les contaminants dont les quantités ont également augmenté dans bon nombre de centres de tri? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, au début, là, une des premières acétates, je présentais ce qui rentrait dans les centres de tri. Puis ce qui rentre dans les centres de tri, c'est ce qui est mis dans les bacs de récupération. Donc, oui, la hausse qu'on constate, ça inclut aussi une hausse de contamination. Avoir des îlots de récupération dont un des bacs est pour les contenants recyclables vides, dont les consignés partout dans les institutions, répond-il à
ces institutions seront appelées à participer au système de consigne? Parce qu'il y a eu un... Oui, bien, comme là, il y a deux choses. Premièrement, il y a, comme Sabrina le disait, les deux OGD, consignes et collecte sélective, qui vont devoir travailler ensemble et s'arrimer pour qu'il y ait un flux soit de matière, d'argent, de données qui va entre les deux systèmes. L'autre chose, c'est que quand je dis entre 2025 et 2030, il y a un déploiement progressif du système. Donc, EEQ va devoir mettre en place un plan pour voir comment il va desservir les ICI au Québec, parce qu'à terme, en 2030, même tous les ICI vont être desservis. Donc, c'est trop tôt pour dire comment ils vont décider de desservir, puis est-ce qu'il va y avoir un bac juste pour la consigne ou pas. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Ça va dépendre de l'entente entre les deux OGD et du plan DEQ pour desservir les ICI. Merci. Est-ce qu'on peut voir la hausse du tonnage de rejet comme un signe d'une meilleure qualité de tri? Bien, oui, il y a plusieurs éléments, dans le fond, là. Ce qui se retrouve dans les rejets, ça peut être une meilleure qualité de tri. Ça peut être parce que les centres de tri veulent sortir de la matière triée de meilleure qualité, donc ils doivent faire un meilleur tri. Ça pourrait être aussi, parce qu'on n'a pas les données précises de caractérisation pour 2021, mais ça pourrait être aussi la quantité de matière qui est non recyclable, qui est mis dans le bac. Mais oui, il ne faut pas voir une hausse de taux de rejet comme négative nécessairement. Ça peut être notamment parce que le tri est mieux fait, donc les qualités de ballots qui sortiraient seraient meilleures, puis il y aurait plus de matière non recyclable à l'élimination, par exemple. Question sur la déclaration. Pourquoi la déclaration des centres de tri, elle est volontaire et confidentielle pour ceux qui y répondent, alors que dans le cas des LET, elle est obligatoire? Bien, c'est une question de réglementation. Ça fait des années que Recyc Québec, on fait des bilans et ça fait des années qu'on demande d'avoir des déclarations obligatoires annuelles. Il faut que ça passe par une réglementation. Donc, pour le moment, encore aujourd'hui, on passe par des déclarations volontaires. La réglementation, ce n'est pas dans nos mains. Tu as tout à fait raison. Puis, c'est une demande, effectivement, qui est faite de façon régulière. Les plastiques mélangés à la valorisation énergétique sont-ils traités au Québec ou à l'international? Au Québec. Ensuite, en plastique mou, dans la catégorie du plastique, est-ce qu'ils sont dans la catégorie du plastique ou des matières mélangées? Les plastiques mous, par exemple, les sacs et pellicules qui sont triés par les centres de tri rentrent dans les catégories plastiques. Juste si je peux me permettre, Oui, à chaque bilan, en complément des données du bilan, on sort d'autres données de collecte sélective qui vont donner le détail par type de matière sortante et les destinations puis les tonnages. Donc, ça va sortir, là, en tout cas, avec le reste du bilan là, à la fin février, je pense. absolument, absolument. Puis ça pourra répondre à quelques questions qui sont qui sont posées. Euh, dans les questions, un peu aussi sur les matières quand même. Le verre, c'est une matière lourde qui émet plus de GES que des contenants moins lourds. Les centres de tri des régions éloignées ont-ils une entreprise qui est quand même en fait, la question, c'est sûrement pour toutes les régions, ont-elles des centres de tri, des entreprises proches pour recycler le verre ou qui remplissent des bouteilles, par exemple, comme pour la bière? Oui, bien, en fait, les entreprises qui recyclent le verre au Québec sont plus dans la grande région de Montréal et je pense de Trois-Rivières. Donc, non, les centres de tri qui sont en région éloignée, ça fait loin pour envoyer du verre, mais il y a des initiatives locales, là, si je pense par exemple au centre de tri de Grande-Rivière qui ont mis en place un procédé et qui utilisent à leur propre fin pour des travaux municipaux, par exemple, ou comme Pailly, si je ne me trompe pas, mais qui utilisent leur propre verre sur place. Donc, il y a des initiatives locales qui permettent de recycler sur place aussi du verre. Question rapide là, sur courtier ou expédition hors Québec. Est-ce que ça inclut l'expédition en Amérique du Nord, cette catégorie, la Non, catégorie? non, c'est ça. Les matières qui sont envoyées en Amérique du Nord sont vraiment identifiées comme Amérique du Nord. Puis quand on met courtier ou expédition hors Québec, c'est que là, c'est pas parti en Amérique du Nord. Le centre de tri sait que c'est parti à l'exportation, mais on n'a pas l'information, le détail là-dessus.
Évidemment, quand on parle de matières sortantes là, à l'international, est-ce qu'on a un moyen de voir si elles sont réellement traitées ou c'est quelque chose qui On est n'a pas difficile à vraiment, tracer? oui, c'est très difficile à tracer. On n'a pas vraiment l'information là-dessus. Ce qui est certain, c'est que dans la modernisation de la collecte sélective, l'OGD va devoir faire la traçabilité des matières, donc ça devra permettre d'avoir plus d'informations à cet effet-là. Effectivement, effectivement, on l'a vu dans ta dernière diapositive là, sur les effets qu'aurait la modernisation, les effets positifs, bien entendu. Est-ce qu'on a une idée de la composition du 144 000 tonnes de rejets? Est-ce que ce sont des matières non visées ou des matières recyclables qui ont échappé au tri ou... Bien, on n'a pas, en fait, on a déjà réalisé une caractérisation des matières sortantes des centres de tri. C'est disponible sur notre site Internet. Ce qu'on voyait, c'était que à peu près la moitié des rejets des centres de tri étaient composés de matières recyclables, puis l'autre moitié de matières non recyclables. C'est des données qui datent entre 2018 et 2020, donc c'est peut-être pas les données à jour pour 2021, mais c'est disponible sur notre site Internet si les gens veulent voir le détail. Puis, évidemment, on l'a vu là, avec la modernisation. Il y a quelques questions sur l'amélioration du tri à la source, puis pourquoi pas faire en amont des actions là, sur les emballages, parce que c'est pas toujours simple de le faire pour les citoyens. Tu l'as dit dans ta dernière présentation, là, la modernisation vise également à mettre en place et à favoriser là, l'éco-conception là, et de s'assurer que les entreprises soient bien impliquées dans le processus. J'y réponds un peu en même temps, Annie, là, parce que j'ai vu la question, là. Mais donc, la question du taux de rejet, est-ce qu'on connaît le taux de rejet chez les récupérateurs et recycleurs? Ou c'est... Non, on n'a pas On cette n'a pas ces information-là. chiffres-là. Non. Parfait. Avec l'élargissement de la consigne, quel tonnage passera de la collecte sélective vers la consigne? Est-ce qu'on a une idée? Une bonne Malheureusement, question. moi, je n'ai pas cette information-là. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites préalablement aux annonces de modernisation, mais je n'ai pas les détails de ces informations-là. Est-ce que les plans des nouveaux contrats de collecte pour les ICI que les municipalités avaient prévu de mettre en place vont pouvoir suivre leur cours? Ou est-ce que tout plan de nouveaux contrats de collecte est interrompu à cause du passage Oui, vers le bien, en fait, OGD? le projet de loi 65 disait que, je vais résumer à haut niveau, je n'aurai pas les termes exacts du règlement, mais ça disait qu'à partir du moment où il y avait un organisme qui est désigné, qui a la responsabilité de la modernisation du système de collecte sélective, les municipalités, ça sort, entre guillemets, de leur contrôle et même ce qui était prévu au PGMR, ils n'ont plus à réaliser ça parce que la responsabilité est donnée à autrui. Donc, ce qu'on recommande, notamment pour les municipalités qui avaient des dessertes et tout ça, puis qui n'avaient pas mis en œuvre avant l'édiction du règlement, c'est de parler à Éco-entreprise Québec pour être sûr que toutes les actions vont dans le même sens, puis qu'il n'y ait pas un début de service, puis un arrêt par la suite, si par exemple, ce n'était pas dans les plans d'Éco-entreprise. Fait qu'il faut vraiment discuter avec Éco-entreprise Québec à cet effet-là. Revenons de manière un peu plus technique. Quand on parle de matières entreposées au centre de tri, ce sont des matières conservées en attendant d'avoir un débouché. Est-ce qu'elles sont éventuellement comptabilisées dans les matières recyclées? Ben oui, c'est ça. Souvent, tu sais, le centre de tri, il ne se vide pas à chaque fois qu'il fait un ballot, le ballot part, là. Tu sais, ils doivent attendre une journée, 2 journées, quelques semaines, tout dépendant des types de matières. Donc oui, c'est des matières qui sont principalement en attente d'être envoyées à des fins de recyclage. Puis c'est pour ça que je disais que on les voit entreposées. On ne peut pas les mettre dans le recyclé parce qu'elles ne l'étaient pas au 31 décembre 2021, mais en théorie, en 2022, elles sont parties pour être recyclées. Puis avec la modernisation, là, on parle beaucoup de couleurs hein, chez Recyc Québec. Est-ce que notre couleur de bac pour la collecte des matières recyclables va être uniformisée afin de, évidemment, pas mélanger nécessairement les gens ou
on garde ça bleu, vert, En fait, la réglementation ne rentrait pas dans ce niveau de détail-là. détail. Ça va faire partie des négociations entre les co-entreprises et les municipalités. Puis je ne connais pas l'orientation des co-entreprises à cet effet-là. Donc, il va falloir vraiment discuter avec eux pour le savoir. Pour le savoir. Est-ce qu'il y aura des mesures pour éventuellement aider les municipalités qui devront payer là, pour la disposition des matières recyclables ou qui sont peut-être mal triées ou qui vont se retrouver dans les LET éventuellement? En fait, ça fait partie des négociations entre les municipalités et les centres de tri. Ils vont devoir signer des contrats. Fait qu'ils vont devoir s'entendre sur qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui est occupé ou non, selon quelle modalité. Donc, c'est pas détaillé dans le règlement, ça fait vraiment partie de la négociation à venir. Puis en passant, les négociations entre les municipalités et EQ doivent débuter là, fin février, début mars et se réaliser tout au long de 2023. D'ici la fin de 2023, en théorie, toutes les ententes devraient être signées. Puis est-ce que justement les documents déposés là, pour la désignation des deux OGT vont être rendus publics? Non, ce n'est pas prévu par règlement que leur demande de désignation soit rendue publique. Ce qui va être rendu public, ça va être une partie là, de leur premier bilan annuel. Là. Je sais que pour la collecte sélective, c'est prévu qu'ils déposent à Recyc Québec leur premier bilan annuel au printemps 2024. Donc, ça va être dans les mois qui vont suivre, qui vont déposer, qui vont rendre disponibles en ligne là, les informations qui sont prévues par règlement. Tu as présenté les valeurs de revente des matières récupérées là, dans les tableaux. Est-ce que c'est en dollars normalisés? Vous allez m'excuser, je ne comprends pas la question. En fait, est-ce que c'est en dollars, ajustés Ajusté en 2021. en 2021? Oui, ça. Non, non, non. Si on disait qu'en 2012, ça valait 50 la tonne, c'était 50 la tonne en 2012. On n'a pas retouché aux chiffres pour les Retouché aux ajustés. chiffres. Ouais. Parfait. Ensuite, le pourcentage des matières qui sont vendues au Québec qui est envoyé à la valorisation énergétique environ. On a ce chiffre-là? C'est moins de 1%. C'est un petit peu de plastique et les plastiques, c'est pas la majorité de ce qui sort des centres de tri, c'est surtout des fibres, donc c'est moins d'1%. Est-ce que le verre non consigné sera collecté séparément des autres matières pour éviter les bris qui le rendent inutilisable? Ça Ça, va encore une fois. dépendre des orientations des EQ. Ils pourraient décider de garder les matières dans le bac, mais ils pourraient décider que certaines matières sont récupérées autrement, mais qu'ils devront être récupérées de toute façon. Mais la façon que les matières vont être récupérées pourrait changer pour certaines matières. On n'a pas de détails à ce moment-ci. On n'a pas de détails à ce moment-ci. Puis ça revient un peu à plusieurs questions qui sont posées. Il y a beaucoup d'éléments là, qui sont encore dans la négociation à venir. C'est sûr que la modernisation, c'est un gros projet. Sophie a bien présenté toutes les phases du projet. Donc, vous aurez là, et vous allez avoir évidemment de l'information là, tout au cours du processus et des étapes qui vont être rendues disponibles. Et ça mettrait fin à la période de questions pour maintenant, en fait, pour ce matin. Puis, évidemment, on va pouvoir s'assurer d'avoir un document pour répondre à certaines des questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre de vive voix. Je sais aussi que nos modérateurs ils sont allés pour plusieurs réponses directement là, par écrit. Donc, vous pouvez aussi consulter là, ces réponses-là. Donc, écoutez, je vais me permettre de remercier nos deux conférencières. Donc, Sophie, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup, Sabrina, pour la présentation sur la consigne. Merci aussi à nos modérateurs qui sont allés là, avec toutes les questions qui étaient posées, là, qui ont manœuvré à travers tout ça. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir accès à la présentation enregistrée qui va vous être envoyée par lien là, suite à notre au webinaire. Vous allez également avoir accès à la présentation, il y en a deux, donc aux présentations PowerPoint qui ont été présentées ce matin. Également un document qui va être produit pour répondre aux questions qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre. Vous allez recevoir tout ça.
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir assisté en si grand nombre à l'événement. Ensuite, il y a 2 webinaires qui nous restent à venir dans les prochaines semaines. Le prochain concerne les matières organiques et le dernier de la série concerne l'élimination. N'oubliez pas de répondre au sondage d'appréciation. Encore merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.